Joyeuse fête du Nouvel An 2025 à nos amis auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nourou Mashariki. Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonsoir à Mushaki, à Matanda, à Kagundu, à Rubaya, à Bweramana. Bonsoir à Kiroche, bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe, bonsoir à Kasehe, bonsoir à Kitsumbiro, à Hutwe. Bonsoir à Kibabi. Bonsoir à Limbongo, à Rotoki, à Kavumu. Bonsoir à Gatare. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nourou Mashariki. Voici les principaux titres de notre édition française du 2 janvier 2025. Affrontement en territoire de Massissi en date du 2 janvier 2025. Interview de Bertrand Bisimwa, président du M23, avec la journaliste Bojana Koulibaly, traduction en langue française. Développement des titres. Affrontement en territoire de Massissi en date du 2 janvier 2025. Dans les montagnes escarpées du territoire de Massissi, plus précisément à Gatare et à Kaniro, une bataille d'une rare intensité s'est déroulée entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et leurs alliés d'une part, et les combattants de l'ARC M23 d'autre part. Cet affrontement qui restera gravé dans la mémoire des habitants de la région a été marqué par une violence extrême et un bilan humain et matériel lourd pour les FARDC et leurs partenaires. Depuis plusieurs mois, la tension était palpable dans le Massissi, une région stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ARC M23, un groupe rebelle bien organisé et doté d'un arsenal impressionnant, avait multiplié les incursions, repoussant les forces loyalistes et consolida ses positions dans cette zone riche en ressources naturelles. Pour contrer cette menace, les FARDC avaient formé une coalition avec des groupes armés locaux dont les FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, c'est un groupe rebelle formé des Rwandais, et l'APCLS, Alliance des Patriotes pour le Congo libre et souverain, un groupe local. Dans la nuit qui a précédé les affrontements, les positions des FARDC et de leurs alliés à Gatare et à Kaniro avaient été repérées par les éclaireurs de l'ARC M23. Fort de renseignements précis et d'une stratégie audacieuse, les combattants de l'ARC M23 ont lancé une attaque surprise à l'aube. Les premiers tirs ont retenti dans un silence pesant, rapidement remplacé par le vacarme assourdissant des explosions et des rafales d'armes automatiques. Les affrontements qui ont duré plusieurs heures se sont transformés en un carnage. Les FARDC et les alliés, bien qu'en supériorité numérique, ont été pris de court par la précision et l'agressivité des éléments de l'ARC M23. Les tirs de mortiers et les salves de mitraillettes lourdes de l'ARC M23 ont semé la panique dans les rangs loyalistes. Les terrains montagneux, difficiles d'accès, ont également joué en faveur des combattants de l'ARC M23 qui connaissent parfaitement le relief et l'avaient exploité pour
tendre des embuscades mortelles. Parmi les pertes les plus significatives du côté des FARDC et des Alliés figurent plusieurs commandants clés. Le général Poète, connu pour ses discours véhiculant l'idéologie génocidaire, a été abattu lors d'une tentative d'organiser une contre-offensive. À ses côtés, le colonel Hakiza et le major Bagwiza, figures emblématiques des FDLR, ont également péri dans les premiers échanges de feu. Du côté de l'APCLS, le colonel Moussubao, un chef redouté pour sa stratégie impitoyable, a été tué alors qu'il tentait de regrouper ses hommes dans une retraite ordonnée. En plus, 90 éléments des forces burundaises y ont aussi trouvé la mort. Des informations en provenance de Masisi en République démocratique du Congo indiquent que le lieutenant-général Hakizimana Apollinaire, l'un des hauts dirigeants du FDLR, un groupe opposé au gouvernement rwandais, serait décédé. Il est aussi connu sous le sobriquet de Poète. Le lieutenant-général Hakizimana, connu également sous les pseudonymes Amikwe Lepik, Adonia et Poète, occupait le poste de commissaire chargé des opérations au sein des FDLR. D'après les informations que nous avons cueillies auprès de notre point focal en territoire de Masisi, il est mort à Masisi où il a été enterré dans l'après-midi de ce 2 janvier 2024. Né à Mukamira, dans l'ancienne commune de Karago, préfecture de Gisenyi, aujourd'hui district de Nyabihu, en 1964, il aurait succombé à des blessures par balles infligées par le groupe M23 lors de combats entre ce groupe et une coalition de forces armées du gouvernement de la République démocratique du Congo, incluant les membres des FDLR. Hakizimana avait également occupé un poste au sein de la direction du groupe armé Alir, qui a donné naissance aux FDLR où il était responsable du renseignement. À cette époque, lui et ses associés avaient pour projet d'envahir le Rwanda afin de renverser le gouvernement de Kigali. Comme d'autres dirigeants du FDLR, il faisait l'objet de sanctions internationales, étant accusé d'avoir participé à des activités ayant causé la mort de civils congolais et à d'autres actions déstabilisant la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Un bilan humain et matériel catastrophique. Lorsque le calme est revenu, le champ de bataille était jonché de cadavres et d'équipements militaires abandonnés. Les FARDC et leurs alliés avaient subi des pertes énormes, tant en vie humaine qu'en matériel. Pour l'ARC M23, cette victoire était non seulement un succès militaire, mais également un coup psychologique contre leurs adversaires. L'ARC M23, en plus de consolider ses positions à Gatare et à Kaniro, avait envoyé un message clair. Il était prêt à affronter n'importe quelle coalition et à résister aux forces loyalistes. Cet épisode tragique a mis en évidence les failles de la coordination entre les FARDC et leurs alliés. La supériorité numérique n'a pas suffi à compenser le manque de stratégie et la faible connaissance du terrain. De leur côté, les habitants de Gatare et Kaniro, pris en étau entre les deux camps, ont été les grandes victimes de cette bataille. Nombreux d'entre eux ont été contraints de fuir, abandonnant leurs maisons et leurs terres. Alors que les FARDC et leurs alliés se regroupent pour préparer une contre-attaque, la situation reste tendue dans les Massissi. L'ARC M23, fort de sa victoire, continue de renforcer ses positions et recruter de nouveaux combattants. La bataille de Gatare et Kaniro sera sans doute
pas la dernière confrontation sanglante dans cette région tourmentée. Auditeurs et auditrices, nous voici au second point de notre actualité. Nous vous livrons ici en langue française l'intégralité de l'interview de la journaliste Bojana Coulibaly, chercheuse spécialisée dans la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs africains, avec Bertrand Bisimwa, président du mouvement du M23, mouvement du 23 mars. Suivez l'interview. Nous menons une guerre existentielle, a dit Bertrand Bisimwa du mouvement du 23 mars sur le conflit en République démocratique du Congo. Le leader du groupe M23 affirme que sa rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo est défensive et espère un dialogue avec Kinshasa. C'est une interview publiée par Bojana Coulibaly le 1er janvier 2025. Le M23 a été formé pour la première fois après une mutinerie au sein de l'armée nationale congolaise FARDC en 2012. Bien que la rébellion initiale ait été écrasée, le groupe a repris les armes contre l'armée et le groupe d'autodéfense allié Wazalendo en 2022 et a depuis lors pris le contrôle de vastes territoires dans la province du Nord Kivu. Le M23 affirme défendre les intérêts de la minorité tutsi congolaise, dont beaucoup déclarent être victimes de discrimination et d'exclusion en République démocratique du Congo en raison de leurs liens ethniques avec la communauté tutsi du Rwanda. Kinshasa considère le M23 comme la plus grande menace pour sa sécurité, d'autant plus que les tensions régionales s'aggravent. Malgré plusieurs tentatives de cessez-le-feu et de négociations, notamment le processus de paix de Nairobi en 2022 et des médiations récentes par l'Angola, les combats se poursuivent. En décembre, dans le territoire de Lubero, le M23 a avancé de plusieurs dizaines de kilomètres en quelques jours. Bertrand Bisimwa, chef de la branche politique du M23, affirme que le groupe mène une guerre défensive. Il a échangé avec Bojana Coulibaly, chercheuse spécialisée dans la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs africains, au sujet de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo et de ses espoirs pour un dialogue. Bojana Coulibaly pose la question. Quelles sont les revendications du M23? Bertrand Bisimwa répond. Nos revendications se résument à une lutte pour la survie. Nous menons une guerre existentielle parce que le gouvernement congolais condamne une partie de sa population à la mort. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela dure depuis des décennies. Des gens sont contraints de fuir, de chercher refuge pour échapper à la mort. Il y a des discours de haine et une forme de radicalisation qui se développe. Une partie des citoyens, en l'occurrence les Tutsis, est utilisée comme bouc émissaire par le gouvernement congolais pour détourner l'attention de ses échecs en matière de gouvernance. Nous avons donc décidé de ne pas rester les bras croisés à regarder nos citoyens se faire tuer de cette manière. C'est pourquoi nous menons actuellement une guerre défensive pour protéger ces citoyens, pour qu'ils ne continuent pas à être mis à mort. Ils ne sont pas des citoyens de seconde classe. L'État doit s'occuper d'eux et ne pas les considérer comme des apatrides ou comme n'étant pas de Congolais. Ce sont des citoyens congolais à part entière, comme tous les autres Congolais.
Bojana Coulibaly pose la question. Récemment, il y a eu des violents combats entre les forces gouvernementales et le M23 dans le Grand Nord Kivu, dans le territoire de Lubero. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé? Bertrand Bisimwa répond. En mars, le médiateur de la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le président angolais Joao Lourenço, nous avait invités à Luanda pour transmettre le message de l'Union africaine qui était de signer un cessez-le-feu. Nous avons signé ce cessez-le-feu, mais Kinshasa a refusé de le signer. Plus tard, Kinshasa a simplement continué la guerre contre nous et nous avons repris les combats. Nous avons continué à nous défendre. Le 15 décembre, une réunion était prévue entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais qui venait également de signer son cessez-le-feu, bien que le gouvernement ou l'armée rwandaise ne soit pas présent sur le sol congolais et ne participe pas au combat. Le gouvernement congolais voulait obtenir une victoire sur le terrain avant cette date. Ils ont exercé une pression sur nous dans le but de remporter une victoire qui leur donnerait une position avantageuse pour forcer le Rwanda à accepter leurs conditions lors de la réunion de Luanda. Autrement, cela risquait de faire échouer la rencontre. C'était leur objectif. Pour cela, ils ont mobilisé plus de 22 000 hommes répartis en une quinzaine de régiments soutenus par les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe rebelle armé composé d'anciens responsables du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, ainsi que par le Wazalendo. Ces forces ont été utilisées contre nous. Nous avons compris leurs manœuvres et nous nous sommes préparés suffisamment pour nous défendre. C'est cette situation qui a conduit une escalade de la violence, car pour nous, il était essentiel de repousser cette offensive militaire de leur part et nous avons réussi. Nous savons qu'ils continuent de se préparer pour relancer la guerre. Et si cela se produit, nous continuerons à nous défendre pour les empêcher de poursuivre dans cette voie. Nous pensons que pour instaurer la paix, il est nécessaire de bloquer les chemins qui mènent à la guerre. Bojana Coulibaly pose la question. Les Nations Unies affirment que l'avancée du M23 vers le Grand Nord Kivu et l'augmentation de son contrôle sur des zones traduisent une volonté d'expansion et de conquête territoriale. Que pensez-vous à cela? Bertrand Bisimwa répond. Depuis que nous avons commencé cette guerre, nous réagissons aux offensives du gouvernement qui nous attaque chaque jour. Et à chaque fois, nous le disons. S'il continue de nous attaquer, nous ferons taire les armes partout où ils tirent sur nous. La logique de la guerre veut que lorsque vous avez la supériorité sur l'adversaire, vous preniez l'espace d'où il vous attaque. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous nous battons contre le gouvernement, contre ceux qui nous attaquent, nous sommes obligés de faire taire les armes là où ils tirent. C'est cela qui nous permet d'arrêter la guerre. Nous ne pouvons pas simplement nous laisser tirer dessus. Nous ne pouvons pas simplement nous laisser tirer dessus et nous défendre sans neutraliser les armes de l'adversaire. Ce serait illogique et reviendrait à nous soumettre à la mort et à exposer la population de notre zone à la mort. Vous remarquerez que chaque fois que nous avons l'avantage sur l'adversaire et que nous prenons l'espace d'où il nous attaque,
nous nous arrêtons là et nous attendons. S'il lance une nouvelle offensive, alors nous avançons. Nous ne pouvons pas donc être blâmés pour nous être défendus et pour avoir gagné contre une offensive qui nous est imposée. En période de guerre, il est normal que les gens aient peur et fuient pour chercher refuge. C'est une réaction tout à fait normale. On ne peut pas faire porter cette responsabilité à une seule partie. Je pense qu'il y a aussi un refus de regarder la réalité du côté des Nations Unies, car nous avons réussi, lors de nos actions de libération, à vider plus de 9 camps de déplacés qui étaient installés dans la zone que nous contrôlons aujourd'hui. L'OCHA a récemment publié un rapport indiquant que plus de 480 000 familles sont revenues chez elles dans notre zone. Ainsi, au lieu de se lancer dans des condamnations, je pense que chacun doit faire son examen de conscience et il faut avoir le courage de dire ce qui se passe réellement sur terrain. Bojana Coulibaly pose la question. Après l'exclusion du M23 du processus de paix de Nairobi en avril 2022, le processus de Rwanda bute sur la question du dialogue car Kinshasa vous considère comme un simple proxy du Rwanda. Quelle est votre position face à ces refus de dialogue? Bertrand Bisimwa répond. Le refus de dialoguer par le gouvernement congolais est un refus de résoudre les conflits de manière civilisée. Le monde civilisé aujourd'hui ne se bat plus. Il résout les problèmes par le dialogue et avance. Mais Kinshasa est enfermé dans une logique de guerre. Il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel nous étions à Nairobi en 2022. Le 10 avril, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est s'étaient réunis à la demande du président Félix Tshisekedi pour nous demander de nous retirer à une certaine distance car nous avions libéré des localités. Et le gouvernement congolais voulait un dialogue avec nous. Nous avons trouvé cela civilisé car nous nous sommes dit que nous allions en fait avoir le dialogue que nous voulions pour aborder les causes profondes du conflit. Nous nous sommes donc retrouvés à Nairobi le 20 avril 2022, pensant venir pour discuter. Mais pendant que nous étions à Nairobi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont commencé à reprendre les localités dont nous nous étions retirés et avancer vers nos positions. Nous avons alerté les facilitateurs qu'une situation se développait sur le terrain et qu'il fallait intervenir rapidement pour éviter une escalade. Le facilitateur a discuté avec le gouvernement congolais, mais rien ne s'arrêta sur le terrain. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés et la guerre a repris. Le lendemain, les soldats de FARDC se sont levés, ont tiré sur nos soldats. Nous nous sommes défendus et la guerre a recommencé. Le gouvernement congolais a utilisé cela comme excuse pour dire qu'il ne pouvait pas nous tolérer dans la salle de négociation et qu'il fallait que nous partions. C'est à ce moment-là que nous avons compris que le gouvernement congolais n'était pas prêt à dialoguer avec nous. Et cette logique est toujours en place aujourd'hui. La guerre ne peut pas résoudre nos problèmes. Seul le dialogue peut nous permettre d'aborder les causes profondes du conflit car cela dure depuis trop longtemps. L'Est de la République démocratique du Congo souffre de ces conflits interminables. Et l'Est du pays, c'est chez nous. C'est là où vivent nos familles. Nos familles ne peuvent pas continuer à être mises à mort chaque jour
simplement parce que la capitale se trouve à 2000 km de là où nous vivons. Si Kinshasa ne peut pas résoudre nos problèmes, elle devrait nous laisser les résoudre nous-mêmes. Bojana Coulibaly pose la question. La ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, a déclaré sur France 24 qu'elle souhaitait inviter tous les groupes armés à un dialogue ou à reprendre le processus de Nairobi, mais Kinshasa refuse catégoriquement tout dialogue avec le M23. Que répondez-vous? Bertrand Bisimwa répond. Tout le monde sait, le monde entier sait qu'il n'y a plus de groupes armés au Congo. Tous ces groupes armés ont été intégrés aux FARDC en tant que réservistes. Une loi a été adoptée. Tous les Wazalendo, ceux que l'on appelle les VDP, sont des auxiliaires de FARDC officiellement intégrés. Les FDLR ont également été officiellement intégrés aux FARDC. Donc, il n'y a plus de groupes armés. Nous n'avons aucun problème avec ces groupes armés. Nous avons des problèmes existentiels qui ne seront pas résolus par ces groupes armés. Ce ne sont pas ces groupes armés qui dirigent le pays, c'est le gouvernement qui le dirige. C'est au gouvernement que nous devons nous adresser et non aux groupes armés. La deuxième chose, et j'aimerais que la ministre Wagner comprenne cela très clairement, nous ne nous battons pas pour des postes au sein du gouvernement. Nous ne nous battons pas pour des grades. Nos officiers, nos soldats ont déjà été dans l'armée congolaise. Ils y avaient des grades. Parmi nous, certains ont été ministres à Kinshasa, ont fait partie du gouvernement. Ils sont partis parce que le problème n'avait pas été résolu. Cela signifie qu'aujourd'hui, même si on nous offrait ces postes, cela ne mettrait pas fin à notre misère et à nos souffrances. Nous devons aborder les causes profondes du conflit pour arrêter la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Si le pays devient paisible, chacun d'entre nous pourra vivre où il veut. Nous avons des terres fertiles. Nous pouvons cultiver, garder nos troupeaux, produire du lait, enseigner. Chacun peut trouver une opportunité pour sa famille et sa survie au lieu d'aller dans la politique. Ce que nous voulons, c'est dialoguer avec eux pour résoudre les problèmes liés à la gouvernance du pays. Une gouvernance qui nous tue, qui nous pousse à l'exil, qui ne nous permet pas de garantir un avenir à nos enfants. Nos enfants doivent pouvoir vivre. Nous devons créer un environnement qui permettra aux générations futures de ne pas hériter des problèmes que nous n'avons pas su résoudre. Bojana Coulibaly pose la question. Les dernières batailles contre la coalition gouvernementale ont eu lieu près des territoires affectés par la présence du groupe armé ADF. Y a-t-il un lien entre votre mouvement et ce groupe qui se revendique de l'État islamique? Bertrand Bisimwa répond. Nous avons été les premiers dans ce pays à dénoncer la menace de l'ADF. Et je crois que cela fait plus de 10 ans que nous en parlons. Mais le gouvernement congolais nous a toujours pris pour des plaisantins, disant que les ADF n'existaient pas. Aujourd'hui, cette menace est devenue une réalité visible pour tout le monde car les ADF se sont illustrés par des massacres contre la population. Dire que nous avons des liens avec eux, c'est non seulement faux, mais aussi immoral. Nous avons toujours combattu pour que ces personnes soient neutralisées. Et plus vite elles seront, mieux le pays se portera.
Les FARDC ou le gouvernement congolais ne mobilisent pas autant de forces contre les ADF qu'ils en mobilisent contre nous. Contre les ADF, ils envoient juste quelques soldats pour accompagner l'armée ougandaise qui fait tout le travail. Contre nous, ils mobilisent plus de 15 régiments, soit 22 000 hommes. Ils mobilisent des armes impressionnantes, des équipements de pointe. Alors, entre nous et ceux qui agissent ainsi, qui peut-on dire est le plus proche des ADF? Bojana Coulibaly pose la question. Vous êtes accusé d'exploiter les mines de Rubaya au profit du Rwanda. Que répondez-vous? Bertrand Bisimwa répond. Concernant Rubaya, nous ne voulions pas de cette zone au départ car nous n'avons jamais eu l'intention de prendre des zones où il y a des minerais. Nous avons toujours évité cela pour ne pas mélanger notre cause existentielle avec l'exploitation des minerais. Bertrand Bisimwa continue. Mais la réalité, et nous l'avons communiqué, est qu'il y avait un centre d'entraînement à Rubaya, maintenu par l'armée burundaise avec la milice Imbonerakure, qui formait des jeunes Congolais au maniement d'armes blanches avec l'intention de les infiltrer dans notre zone pour y semer la mort et la désolation. Nous avons informé le monde pour que chacun comprenne qu'il y avait une menace à Rubaya qui devait être rapidement traitée. Mais il n'y a eu aucune réaction et tout le monde a négligé cela. C'est ainsi que nous avons pris la décision d'arrêter cette situation car elle allait nous causer plus de problèmes que de solutions. Lorsque nous sommes entrés dans cette zone de Rubaya, il n'y avait jamais eu de combat à l'intérieur de Rubaya. La stratégie que nous avons adoptée était d'évacuer de Rubaya toutes les personnes armées présentes sur les sites miniers. Le deuxième groupe évacué de ce site était composé d'enfants exploités dans les mines avec tous les risques d'accidents possibles. Le troisième groupe que nous avons extrait de Rubaya était celui des femmes enceintes, souvent maltraitées. Aujourd'hui, Rubaya se porte bien. Nous avons gardé à Rubaya les mêmes personnes et les mêmes organisations qui exploitent les mines, car ce sont les entités privées. Nous avons interdit à nos responsables de s'impliquer dans les mines de Rubaya. Aucun membre du M23 n'est présent dans les mines de Rubaya. Nous avons laissé cette exploitation aux personnes qui la faisaient auparavant et nous nous contentons d'une petite taxe pour maintenir le mécanisme de sécurité que nous avons mis en place autour de Rubaya. Voilà ce que nous avons fait. Bojana Coulibaly pose la question. Le M23 contrôle actuellement le parc national de Virunga, une réserve mondiale de biodiversité et site du patrimoine mondial de l'UNESCO en danger depuis 1994. Quel est l'état actuel du parc de Virunga depuis votre arrivée en 2023? Bertrand Bisimwa répond. Ce que nous avons fait toujours autour ou à proximité de ce parc, que ce soit auprès de nos populations ou à travers nos actions, c'est de protéger cette réserve mondiale de biodiversité. Avant notre arrivée, nous avons constaté que le parc était envahi par les FDLR qui coupaient des arbres pour produire du charbon de bois. Un rapport des Nations Unies a été publié indiquant que les FDLR tiraient profit de ce commerce de charbon à hauteur de plus de 100 millions de dollars américains par an. La deuxième chose que nous avons remarquée était l'invasion du parc par les groupes armés, y compris les FARDC. Ces FARDC qui n'étaient pas payés,
tuer des animaux du parc pour se nourrir. Nous avons dit non car il ne reste plus un seul arbre dans ce parc. Nous avons donc créé une force de protection pour le parc qui travaille en accord avec les rangers afin de protéger cette zone. La troisième action que nous avons entreprise est une action éducative auprès de notre population. Nous leur avons fait comprendre qu'ils n'avaient aucun intérêt à envahir le parc. Nous avons découvert que les limites du parc étaient menacées avec des citoyens qui avaient même pris des parcelles dans la concession du parc, ce qui était inacceptable. Nous avons commencé par sensibiliser notre population pour leur expliquer que nous pouvions bénéficier autrement de ressources du parc. Par exemple, les revenus des touristes peuvent financer des projets de développement. À notre arrivée, il n'y avait plus de faune dans le parc, mais aujourd'hui, tous les animaux qui avaient fui le parc commencent à revenir grâce à la sécurité. On peut voir des hippopotames défiler dans les marécages, des familles d'antilopes courir ici et là, et des gorilles. C'est magnifique. Tout le monde qui passe dans cette route peut apprécier la beauté de cette nature que Dieu nous a donnée, et je crois que c'est un privilège que nous devons préserver. Auditeurs et auditrices, nous vous disons merci pour votre aimable attention. Le nouveau, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes, pressez sur like qui se fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne soirée, vous étiez à l'écoute de Senhamba.